Cette vidéo est sponsorisée par Clean My Mac. Plus d'informations en fin de vidéo. Bon, l'installation des bureaux, etc. n'est pas finalisée, donc c'est pour ça que je change de cadre à chaque vidéo un petit peu en ce moment. Donc il y a des petits aperçus, des petits coins, etc. Bref, voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors là, on se retrouve pour un nouveau format où je vais vous raconter une histoire, un petit peu comme ce que peut faire Squeezie avec des histoires qui sont folles, ou bien Seb dans le monde de la musique. Sauf que nous, on va parler de philosophes. Les philosophes, ils ont souvent des vies de dingue, et en fait, même si dans mes précédents formats, genre le coup de fil par exemple, je vous parle de leur philosophie, je m'attarde très peu sur leur vie au final, alors que leurs vies sont souvent incroyables. Et c'est le cas de Diogène. Alors peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui connaissent déjà Diogène, et qui doivent savoir que voilà, il y a ce mythe de vivre dans un tonneau, ou son anecdote avec Alexandre le Grand, mais je pense que vous ne connaissez même pas un dixième de sa vie. Et bien justement, c'est le moment de découvrir son histoire, l'histoire de l'homme le plus barré de son époque, le crack ultime de l'Antiquité, Diogène de Sinope. Diogène naît à Sinope, une ville dans l'actuelle Turquie, en 413 avant Jésus-Christ, et il est dans une famille plutôt aisée, puisque son père est banquier. Il vit dans les hautes sphères de la société, il a une vie assez confortable, il s'intéresse au sport, à la culture. Bref, il a un starter pack assez prometteur, surtout dans une époque où en fait il y avait plus d'esclaves que de citoyens. Sauf que Diogène, il avait aussi des crises existentielles, un petit peu comme nous tous, et il se posait des questions sur ce qu'il devait faire plus tard. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de conseiller d'orientation, et en fait les seuls qui pouvaient répondre à cette question, c'était les dieux. Sauf que les dieux, ils sont pas forcément très accessibles, et donc il faut trouver quelqu'un qui communique avec les dieux. Et on appelle ça un oracle. Donc Diogène, il se met à chercher un oracle. Mais il est vraiment motivé. Du coup, il voyage jusqu'à Delphes pour rencontrer l'oracle du dieu d'Apollon, la Pythie de Delphes. Donc il va la voir et lui demande clairement pourquoi j'existe en fait. Genre, c'est quoi mon but dans ce monde? C'est quoi mon rôle à jouer quoi? Normalement, les oracles donnent une prophétie un petit peu floue, etc. Là, elle lui dit un truc très clair, falsifier la monnaie. Diogène, il réfléchit pas plus que ça, il rentre chez lui à Sinope, il retrouve son père, qui, rappelons-le, est banquier. Là, il lui balance le plan, et le père est chaud. Donc, ils se mettent à falsifier de la fausse monnaie. Alors, on pourrait s'imaginer qu'ils vont devenir riches, etc. Pas du tout. Ils se font griller en 2 secondes. Pour le père, c'est direction casse-prison, et pour le fils, c'est bannissement à vie. Alors, il y a d'autres versions qui disent qu'ils se sont fait bannir tous les deux. Fin de la prophétie. Du coup, coup dur pour Diogène, qui doit s'exiler, et choisit de s'exiler à Athènes. Et en fait, quand il arrive à Athènes, il a nulle part où s'installer. Mais il a un pote qui lui dit « Écoute, j'ai potentiellement une maison, etc. mais elle n'est pas encore prête. Donc en attendant, il faut que tu te débrouilles. » Diogène, du coup, il dort un petit peu où il peut, à droite, à gauche, etc. C'est la galère. C'est la galère, mais au moins, il a pas mal de temps pour réfléchir à cette prophétie de l'oracle. Parce que du coup, ça a pas l'air d'être ça, la prophétie. Et à ce moment-là, il a une révélation quand il voit une souris passer. Il voit cette souris et il se dit « C'est ça, il faut que je devienne une souris. » Alors pas vraiment devenir une souris en tant que telle, mais plutôt vivre comme une souris. C'est-à-dire revenir à un état naturel, abandonner ses possessions, en gros, se contenter de son corps tel qu'il a été créé. Alors on peut se demander du coup le rapport avec falsifier la monnaie. Et en fait pour Diogène c'est évident, c'est qu'en fait la monnaie, c'est pas forcément les pièces, c'est les conventions sociales. Donc en fait pour lui les conventions sociales c'est une forme de monnaie qu'il faut abandonner. Donc à partir de là il a trouvé son objectif de vie, c'est abandonner ces règles sociales mises en place par la société pour se rapprocher de son état naturel. Et il entend parler d'un philosophe qui a exactement ce mode de vie, c'est Antisthène. Alors Antisthène, c'est pas n'importe qui. Antisthène, c'est le disciple d'un des plus grands philosophes, puisque c'est le disciple de Socrate. Et lui, il prône le cynisme. Le cynisme en philo, c'est une attitude basée sur la liberté totale, au point où ça se rapproche presque du mode de vie du chien. D'ailleurs, petite parenthèse, en grec ancien, cynique, c'est un dérivé du mot chien. Alors un chien, c'est pas vraiment une souris, mais dans l'idée, c'est vraiment le mood de Diogène à ce moment-là. Le problème, c'est que Antisthène, il a toujours dit qu'il prendrait jamais de disciples. Sauf qu'il faut savoir un truc sur Diogène, c'est qu'il est extrêmement têtu. Donc le fait que Antisthène ait dit qu'il voulait pas de disciples, ça Diogène, il s'en bat les steaks. Du coup, il commence littéralement à harceler Antisthène en y allant vraiment tous les jours, au point où Antisthène, il pète un câble et il a envie de le défoncer. Et là, Diogène lui répond « Frappe, tu ne trouveras point de bâton assez dur pour m'empêcher de venir t'écouter. » Phrase de boss? Punchline. Après ça, Antisthène se résigne et il accepte de prendre Diogène comme élève. Et il le savait pas encore, mais il était sur le point de créer un monstre. Diogène s'est donc directement mis à appliquer le mode de vie du chien préconisé par Antisthène et il s'est très très vite mis à l'aise. Peut-être un peu trop vite. Déjà, le gars qui devait lui filer la maison, il lui file pas, mais Diogène il s'en bat les steaks parce qu'il a trouvé un bien meilleur plan. C'est à l'Agora, donc c'est vraiment le centre d'Athènes, c'est là où tout se passe, et c'est sans loyer. Voilà, parce que c'est un gigantesque vase, tout simplement. Une énorme jarre à grains, pour être précis,
tellement grosses qu'on peut dormir dedans. Voilà, on appelle ça un pythos. Bah voilà, il dormait dedans. Alors, faut bien comprendre que si cette anecdote, elle nous est restée à travers genre plus de 2000 ans d'histoire, c'est que c'était extrêmement rare de faire ça. Et ensuite, il se débarrasse de toutes ses possessions, mais il garde 4 choses. Son manteau, et aucun autre habit d'ailleurs, et son manteau lui sert de couverture la nuit, sa besace, dans laquelle il met de la nourriture, son bâton, qui l'accompagne dans ses nombreux voyages hors d'Athènes, etc., et une écuelle pour boire. Et en fait, il la jette au bout d'un moment parce qu'il se rend compte qu'il y a un enfant à côté de lui qui boit de l'eau dans ses mains, et il se dit effectivement... je peux le faire dans mes mains, j'ai pas besoin d'écuelle, quoi. Voilà, donc il garde que 3 trucs. Et à partir de là, il va pouvoir faire la manche tous les jours pour s'acheter à manger. Voilà, il devient clochard, quoi. Mais en mode vocation. Alors, à côté de ça, il va donner des petits discours, à droite, à gauche, etc. Il va suivre toujours l'enseignement d'Antisthène. Il va écrire des livres aussi. Mais ce qui va le faire connaître, c'est vraiment son comportement. Parce qu'il était insupportable. Déjà parce qu'il avait la fâcheuse tendance à littéralement insulter tous les gens qui passaient devant lui, notamment ceux qui ne lui donnaient pas d'argent. Donc non seulement le mec il a choisi d'être clochard, mais en plus il est très mauvais dans son taf. Et c'est pas seulement des insultes, parce que ces insultes, elles étaient tellement stylées qu'elles l'ont fait connaître. C'était des punchlines légendaires. Je vais vous en citer quelques-unes pour que vous ayez une idée. Par exemple, il y a une personne de forte corpulence qui passe devant Diogène, et Diogène lui dit « Hé toi, le gros cochon qui détourne le regard, au lieu de t'empiffrer et d'enfler ta barrique, nourris-moi avant de crever comme une baudruche. » Ok. Un autre jour, il surprend le fils d'une prostituée jeter des cailloux sur une foule qui s'était rassemblée et lui dit « Attention, tu risques de blesser ton père. » Une autre fois encore, il dit à un chauve « Je félicite tes cheveux d'avoir abandonné ta sale tête. » Ouais, après elles sont pas toutes folles, quoi. Mais Diogène, il se faisait pas seulement remarquer par ses mots, mais aussi par ses actes. On se souvient que le cynisme, c'est revenir au mode de vie du chien. Mais c'est en mode laisser tomber les artifices, revenir à un état naturel, etc. Sauf que Diogène, il a pris mode de vie du chien vraiment au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il faisait ses besoins dans la rue, il copulait et se masturbait en public. Il pouvait même se mettre à aboyer. C'est-à-dire que vraiment, le mec, il allait au bout du concept. Il avait aussi une logique de vouloir se mettre en difficulté. Par exemple, pour, selon lui, s'entraîner à subir des échecs, il mendiait parfois dos aux passants en étant face à une statue. Ou bien, l'hiver, il se roulait dans la neige, et l'été, il se roulait dans le sable, qui était brûlant, quoi. Pour s'endurcir, pour devenir un homme. Et d'ailleurs, il considérait tous les autres hommes autour de lui comme des faux hommes, à cause de leur mode de vie. Il y a une scène, par exemple, où il appelle tous les hommes à s'assembler autour de lui, pour ensuite, avec son bâton, les repousser, et leur dire « J'ai appelé des hommes, pas des excréments. » Voilà. Il aurait kiffé être vous des merdes, je pense. Et on pourrait penser que tout ça faisait que Athènes le détestait. Eh bien, pas du tout. En fait, malgré le fait qu'il pissait sur tout le monde, au sens propre comme au sens figuré, eh ben, les Athéniens l'appréciaient vachement. Pour vous donner une idée, une fois, il y a un voyou qui a cassé sa jarre, donc là où il habitait, et les Athéniens, pour le défendre, ont lancé une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver le voyou, et ensuite ils ont reconstruit la jarre en se basant sur le modèle de l'ancienne. En fait, même s'il faisait des trucs vraiment chelous, c'était peut-être le seul philosophe qui vivait en adéquation avec ses idées et qui avait pas peur de dire ce qu'il pense. Il était notamment très critique envers ses contemporains, Socrate et Platon, qui n'hésitaient pas à clasher en public, si bien qu'il y a une vraie rivalité qui s'est installée entre eux. Par exemple, une des anecdotes marrantes à ce sujet, c'est qu'à un moment, Platon a dit que l'homme était un bipède sans cornes ni plumes, et là, Diogène, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un poulet déplumé, il s'est baladé dans la rue avec son poulet, il a dit « Voilà l'homme de Platon ». Et ça, les Athéniens, ils kiffent. En fait, Diogène, c'est un petit peu devenu une star en faisant plein de mini-buzz. Vous voyez par exemple l'anecdote d'Alexandre le Grand. Il y a Alexandre le Grand qui débarque à Athènes, qui dit « Amenez-moi à Diogène, je veux le rencontrer ». Le mec était donc une star au point où Alexandre le Grand connaissait son existence et tout. Et là, Alexandre le Grand, il arrive, il se met devant Diogène, et Diogène, il lui dit « Ôte-toi de mon soleil. C'est-à-dire que juste tu me fais de l'ombre, mec, et je suis bien là, juste avec mon soleil. » C'est très très fort de dire ça au mec le plus puissant de son époque, et en plus, Alexandre le Grand était méga fan de Diogène. Au point, il a dit à un moment « Si je n'étais Alexandre le Grand, j'aurais aimé être Diogène. » Donc Diogène, c'était ni n'importe quel clochard, ni n'importe quel philosophe. C'était quelqu'un de respecté par beaucoup de monde et apprécié pour son franc-parler unique. Mais vous allez voir que la fin de sa vie est aussi improbable que son début. En 340 avant Jésus-Christ, Diogène est en voyage sur un bateau et ce bateau se fait attaquer par des corsaires. Il se fait prisonnier et il est vendu comme esclave sur le marché de Corinthe. Et donc forcément, il y a des potentiels acheteurs qui lui demandent ce qu'il sait faire. Et lui, il répond « Commandez ». Qui veut acheter un maître? L'audace du mec. L'audace.
Mais en fait, cette audace, elle paye parce qu'il se fait acheter par un philosophe grec qui passait dans le coin et qui s'appelle Xéniade. Xéniade l'achète et va lui donner une tâche qui paraît totalement folle quand on a toute l'histoire en tête. Il va lui donner l'éducation de ses enfants. Donc, il met la vie et le futur de ses enfants dans les mains d'un mec qui se promène et se masturbe en public. Voilà. Et ben, vous allez être surpris. Encore une fois avec Diogène. Parce qu'il fait un excellent job. On rappelle qu'à la base, Diogène, il vient d'une famille aisée, et donc il va leur transmettre plein de trucs sur la littérature, le sport, la philosophie, les sciences, bref, tout ce qu'il sait. Il les initie aussi aux valeurs du cynisme, parce que Xéniade, il a une famille qui est plutôt riche, et donc les enfants, ils sont un peu élevés dans le luxe, quoi. Et ben Diogène, il va leur apprendre à se détacher de leurs biens, et il va leur apprendre aussi l'humilité, en les faisant travailler, par exemple, avec les esclaves, etc. Et on pourrait penser que les enfants de Xéniade, ça les saoule, et en fait, pas du tout. Ils adorent et respectent Diogène presque autant que leur père. Et Xéniade aussi s'entendait très bien avec Diogène, si bien qu'il disait que un bon génie était rentré chez lui. Et d'ailleurs, il lui a donné sa liberté après quelques années de service. Perso, j'aime bien me dire que Diogène, il s'est reconnu dans ses enfants, qui vivaient dans le luxe et le confort, et que du coup, il leur a appris un truc qu'il aurait aimé qu'on lui apprenne plus tôt. Et c'est dans la maison de Xéniade que Diogène a fini sa vie, à l'âge honorable de 86 ans. Et anecdote, il est mort exactement le même jour qu'Alexandre le Grand. Alors ses proches ont dit qu'il est mort en retenant sa respiration. C'est pas possible, même si ce serait une très belle fin pour un personnage qui a voulu garder sa liberté jusqu'au bout. Et ce sont les enfants de Xéniade qui l'enterrent en 327 avant Jésus-Christ. Mais sa légende, elle continue d'exister. Est-ce que vous êtes utilisateur de Mac ? Voilà. Alors moi j'étais sur PC il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Et ensuite je suis passé sur Mac. Et j'avoue, je suis resté sur Mac, quoi. Depuis que j'ai 20-21 ans. Et depuis maintenant plus d'un an, j'utilise un logiciel sur Mac pour nettoyer mon Mac, qui s'appelle Clean My Mac X. C'est un logiciel que je kiffe parce que je trouve qu'il est à la fois hyper simple et en même temps hyper complet. Et ça, c'est pas évident à faire. Ça va supprimer les fichiers inutiles, les applications inutilisées, les logiciels malveillants. Et du coup, mon Mac, il est plus rapide, plus sécurisé et surtout, il est optimisé. Alors, je suis loin d'être le seul qui l'utilise. Il y a plus de 25 millions de téléchargements. Ça fait 14 ans qu'il est sur le marché. Et en plus, il est approuvé par Apple. En gros, concrètement, comment ça marche? Je suis sur Clean My Mac et il y a un truc qui s'appelle l'analyse intelligente. Donc, à la fois, ça cherche les fichiers inutiles, ça identifie les menaces potentielles et ça booste ma performance. Et ensuite, j'exécute. Donc là, il doit fermer des logiciels. Aucun problème. Et donc là, ça a requinqué mon Mac. Il y a une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est la fonctionnalité télescope. Pour vous dire, avant, j'utilisais une autre appli juste pour ça. Donc là, on se rend compte que sur mes 4 Tera de disque, je me suis fait plaisir. J'ai quand même 2,7 Tera utilisés. Ou quoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc là, on a direct quelque chose de très visuel. Et je vois que j'ai 2,1 Tera dans mes films. Et en fait, c'est différentes vidéos. Alors, porno, c'est pas des films pornographiques. C'est ma vidéo sur le porno que j'ai mis sur YouTube. Je vous assure, regardez, on rentre dedans. Voilà, Rush, illustration porno. On va en ouvrir un. Voilà, on voit bien que c'est moi devant un ordinateur. Et action. Voilà. Donc là, je me dis que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas rangé mes vidéos. On voit aussi mon désinstalleur qui permet de désinstaller facilement des applications. Ou bien extension qui permet de voir les extensions que j'ai et donc les désinstaller aussi. Et l'autre truc stylé qui est un peu nouveau, c'est le fait de pouvoir accéder à l'application juste en cliquant sur la barre du menu. Et de là, on peut lancer une analyse, libérer de l'espace, mais aussi voir que la protection est active, voir l'espace disponible sur le disque, la batterie, le processeur, la mémoire, bref, plein de choses utiles. Voilà, je vous ai montré un petit peu comment ça marche. C'est la seule application que j'utilise pour optimiser mon Mac. Vous pouvez évidemment l'utiliser et le tester grâce au lien qui est dans la description. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Love, peace. Ciao.